Merci Lionel. Bonjour à tous. Comme Lionel, j'ai envie de remercier d'abord les organisateurs dont il fait partie de Capital du Libre, qui est devenu Bazar du Libre et qui peut quand même se tenir sous une certaine forme aujourd'hui et demain. Donc ça, c'est pas mal. Merci à Étincelle du coup de nous accueillir ici pour la track DevOps. Effectivement, je vais vous parler d'OpenStack et je vais essayer de vous faire un retour. En tout cas, une forme de retour sur un projet sur lequel j'ai travaillé pendant pratiquement à plein temps pendant la dernière année, là, qui est un projet de déploiement OpenStack avec des choses autour et par-dessus, dans une organisation assez importante, assez grande en tout cas. À la base, ce talk était prévu, je devais le faire avec un collègue, et il s'appelait Challenge dans le déploiement OpenStack et bonne pratique de consommation IaaS. Donc en fait, il y avait, dans ce talk d'une heure, il y avait l'aspect déploiement OpenStack dont je devais vous parler, et un collègue qui devait venir, mais qui, au vu des événements, etc., n'est finalement pas venu, devait vous parler de la partie plus consommation IaaS. Du coup, je vais quand même me concentrer sur la partie que je connais, qui est celle-là, et je ne vais pas trop vous parler du morceau consommation IaaS. Voilà, juste pour cadrer les choses. Bon, donc là, on est au Meetup DevOps, donc j'imagine que tout le monde sait ce qu'est OpenStack. Qui ne sait pas ce que c'est OpenStack? Bon, parfait. Bon. Mais c'est pas grave, je vais le dire en une phrase après. Et ce qui m'intéresse plus, du coup, c'est combien d'entre vous ont déjà eu l'occasion de déployer et ou d'opérer un cloud OpenStack en conditions réelles, j'allais dire autrement que dans un DevStack et autrement que juste comme ça. Vous faites de la prod avec OpenStack, en fait. On va être 3-4. Ok. Ça serait intéressant qu'on en discute après si vous le souhaitez. Donc OpenStack, en deux mots, c'est un logiciel libre qui permet de déployer sur votre propre infrastructure, sur vos propres machines, un cloud. Alors c'est quoi un cloud? Là, on parle d'abord d'un cloud de type IaaS, infrastructure as a service. Donc globalement, ça va vous permettre de manager des ressources de type réseau, stockage, compute, de manager ces ressources-là via une API. Et donc ça vous permet de faire plein de choses très, très sympas, très intéressantes. Bon, globalement, c'est l'idée d'OpenStack. OpenStack, ça a grossi OpenStack, ça compte combien d'années maintenant? On est en 2015. Ça a fêté les combien? Les 5 ans d'OpenStack. Et entre le moment où le projet a été lancé en 2010 donc, et maintenant, on est passé de deux composants principaux d'OpenStack qui étaient Nova et Swift. C'était un composant de compute et un composant qui fournit du stockage objet. On est passé à des dizaines et même plus de composants qui sont plus ou moins matures, plus ou moins utilisés, plus ou moins utilisables. En tout cas, ça rend la chose assez difficile à aborder. Et même quand vous commencez à vous dire « bon, je vais déployer un OpenStack », la première question que vous allez vous poser, c'est « mais je déploie quel morceau d'OpenStack en fait ?» Ça dépend de plein de choses, mais voilà. Donc, je ne vais pas refaire, je vais m'arrêter là sur qu'est-ce que c'est qu'OpenStack, parce que j'ai déjà fait quelques talks là-dessus et je ne suis pas le seul. L'année dernière, à Capital du Libre 2014, avec Lionel, on avait fait une conférence à peu près sur ce sujet-là. Là, on va essayer je vais vous parler, donc c'est vraiment... je vais vous donner un point de vue, là. Je pense que certains d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord. Tout au long du talk, là, je vais vous donner mon point de vue sur certaines choses. Globalement, c'est pas si simple que ça, en vrai, de déployer un OpenStack. C'est pas si simple que pas mal d'autres solutions. J'ai entendu Docker, c'est ça? Voilà. Bon, pour plein de raisons, c'est pas évident. Donc, à partir de l'expérience que j'ai là d'un déploiement dans une organisation qui a un historique, je vais vous en parler rapidement après, qui est une organisation avec des dizaines de milliers de personnes. Comment on intègre un projet de déploiement OpenStack et toutes les nouveautés qui vont... Nouveautés, plus ou moins, mais qu'est-ce que c'est que le cloud dans ce genre d'organisation? C'est pas forcément évident. Donc après un an passé à faire ça, je vais vous dire ce que j'en ai retiré.
parfois les erreurs à ne pas faire, enfin, encore une fois, de mon point de vue. Sachant que le projet, c'était pas juste de déployer un OpenStack, évidemment, parce que déployer un OpenStack, déployer un YAS, ça vous permet pas de fournir des services pour vos utilisateurs finaux, quoi. Enfin, ça dépend quels sont vos utilisateurs, mais globalement, la plupart du temps, un YAS uniquement, c'est pas suffisant pour satisfaire vos utilisateurs. Faut prévoir des choses par-dessus, ou prévoir que des gens fassent des choses par-dessus. Donc c'est OpenStack et ce qu'il y a autour. Et pour le disclaimer, j'ai travaillé sur ce projet pendant la dernière année, là, dans le cadre de mes fonctions chez Ozone. Donc on était consultant, on va dire, sur ce projet pour ce client. Alors vous verrez que je ne cite pas le client. C'est pas, si on en discute après, je pourrais vous le dire, mais je préfère ne pas le citer là. C'est un organisme d'État français très important. Donc je vais vous dire un peu plus de détails sur le contexte de cette organisation, de leurs besoins initiaux, des choix qui ont été faits au tout début du projet, parfois avant même qu'on arrive sur le projet. Comment tout ça s'est organisé d'un point de vue pas forcément technique et les choses qui, à mon avis, peut-être on aurait dû être gérées un peu mieux. Et puis après, je vous parlerai de quelques petits sujets techniques plus ou moins marrants, des problèmes rencontrés dans ce cadre-là. Donc le contexte, c'est une organisation. La grosse difficulté, c'est la taille de l'organisation et son historique. Enfin, ça, c'est quelque chose que vous retrouverez dans n'importe quelle société qui a n'importe quelle société ou organisme de manière générale, donc société publique, privée, mais qui a un historique, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas travaillé sur le déploiement d'un OpenStack dans une startup qui vient de lever des fonds et avec des développeurs qui ont compris ce que c'était que le cloud et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est une difficulté, en plus de la difficulté de déployer OpenStack et que ça marche comme il faut, etc. Le faire dans une organisation de ce genre-là, c'est encore un petit peu plus compliqué. En plus, cette organisation a de fortes contraintes de sécurité. Bon, ça vous donne quelques indices sur quel organisme étatique ça peut être. Et le projet a démarré avec une équipe de 3 personnes, avec des deadlines relativement courtes pour sortir une première version du projet cloud. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle la chose, le projet cloud. Mais du coup, c'est quoi un projet cloud? Donc, c'était clairement le YAS et d'autres choses. Donc les besoins, justement. Le besoin au début dans cette organisation, c'était mais pourquoi on ne ferait pas du cloud, quoi. Enfin, donc c'est un besoin qui n'est... C'est pas un besoin, c'était juste cloud, quoi, comme Docker, enfin, je ne sais pas. Mais bon, ça ne voulait pas dire grand-chose. En creusant un peu, ce qui en est sorti, c'est que cette organisation-là, ce client, de mon point de vue, souhaitait mettre en place un cloud, mais là, clairement, pas juste de l'infra de service. Pas juste un système qui fournit de l'infra via des API. Parce que ça, quand vous le montrez au directeur, et qu'il faut récupérer des budgets, etc., ça impressionne pas trop, quoi. C'est pas quelque chose que vous pouvez démontrer. Vous pouvez pas faire une démo du YAS à des gens qui sont pas très techniques. Ça amène pas grand-chose. Donc, ce qui a été dit dès le début, c'est que par-dessus ce YAS, il fallait fournir des services. Ils ont appelé ça des services à valeur ajoutée, c'est-à-dire plus que de l'infra, principalement, et notamment du SaaS. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, SaaS dédié, enfin, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, SaaS dédié? Dédié, ça fait penser à rien, mais SaaS, oui. Ouais, d'accord. Non, mais justement, les deux mots collés. Donc, ils voulaient du SaaS, donc ils voulaient pouvoir déployer des applications sur leur cloud. Et enfin, je vous pose la question parce qu'effectivement, je n'ai jamais trop discuté de ça, de ce terme-là, ailleurs que dans ma boîte et sur ces quelques projets-là. Ce qu'on appelle le SaaS dédié, et ça a peut-être un autre nom d'ailleurs, vous me direz
C'est simplement le fait de déployer de l'application sur des ressources d'infrastructure qui sont dédiées à l'application en question. Donc quand votre utilisateur va déployer un WordPress, par exemple, ça ne va pas déployer, ça va pas juste configurer un WordPress qui est multi-tenant, qui est déployé une bonne fois pour toutes pour 10 000 utilisateurs. Ça va déployer l'infra nécessaire en dessous et ça déploie le WordPress dessus. Donc un WordPress à base de frontaux web, une base de données. Quand l'utilisateur dit « je veux un WordPress », ça va provisionner les ressources d'infrastructure que je viens de vous citer, brancher le réseau et compagnie, et déployer ce qu'il faut dessus. C'est ça, j'appelle ça du SaaS dédié, alors que si c'était simplement du SaaS, potentiellement, on pourrait avoir un gros WordPress multi-tenant qui est déployé sur plein de ressources d'infra et qui sert des centaines ou des milliers de sites WordPress, quoi. Et dans ce cas-là, une crainte de sécurité? Non, pas vraiment. Ça aurait pu l'être, mais c'était plutôt pour pouvoir, disons, faire un usage du IaaS, montrer que, voilà, vous demandez un WordPress, ça déploie votre infrastructure, et puis ça déploie le logiciel. Donc, vous voyez, maintenant, on peut faire clic-clic et rajouter un article sur le site. Mais l'idée que quand l'utilisateur a besoin de son application, ça lui déploie une infrastructure qui lui est dédiée. Et là, on voit bien un intérêt possible d'un IaaS, quoi. Donc il y avait cet aspect-là, et néanmoins, il y avait quand même l'aspect avoir de l'infrastructure, une instance, 2 instances sur lesquelles je peux me connecter en SSH pour faire des trucs. Ça peut être un besoin exprimé par certaines équipes de développeurs qui ont l'habitude de créer des VM à droite à gauche ou des instances sur Amazon EC2 et qui disent j'aimerais juste une API pour pouvoir créer une instance pendant une journée pour faire des tests. Donc ce besoin-là a aussi été exprimé. Et ces 2 types d'applications, enfin les apps et puis les stacks d'infrastructure. Une stack d'infrastructure, ça peut être une instance, hein, ou ça peut être une instance, une base de données, ça peut être voilà. L'idée, c'était de fournir ça à travers un marketplace. Donc là, vraiment, encore une fois, vouloir faire quelque chose qu'on peut démontrer, quelque chose sur lequel on peut faire une démo avec des gens qui ne sont pas techniques devant et qui comprennent l'intérêt. Donc c'est parti de ça. Globalement, les choix structurants qui ont été faits dès le début, c'est que sur la couche IaaS, on allait partir sur OpenStack. Là, il n'y a pas trop eu de débat là-dessus. C'était il y a... Moi, ça fait une bonne année que je bosse là-dessus, mais ça a commencé avant, donc ça fait 1 an et demi. Voilà, il y a 1 an et demi, il y avait déjà plus beaucoup d'alternatives, on va dire. En tout cas, il y avait déjà plus beaucoup de gens pour supporter d'autres alternatives à OpenStack, sachant que construire la base, l'infra, le IaaS, sur des technos open source, c'était quand même un souhait assez important de cette organisation. Donc OpenStack, là, il n'y a pas de doute. Par contre, un des choix qui a été fait, c'est de prendre OpenStack dans une solution packagée, une solution éditeur. Alors là, vous connaissez peut-être les solutions de Red Hat, de Mirantis, d'HP, etc. Je parle de ce genre de solution. Alors, je rentrerai un peu plus dans le détail après. OpenStack, vous pouvez le déployer de 10 000 façons différentes. Là, ils sont partis là-dessus. D'abord parce que c'est une grosse organisation qui veulent des garanties de support, de machin. Donc d'abord pour l'aspect support, avoir une grosse société qui vous garantit que votre OpenStack va marcher, même si dans les faits, ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas sur le papier qui vous le dit, c'était important. Et avoir une solution qui se déploie en faisant suivant tout seul, c'était aussi important. Pareil, dans les faits, ce n'est pas le cas. Et il y a plein de contraintes liées à ça. Et, c'est le sujet du jour, c'est ce dont je vous parle après. Et justement, en disant on va faire de l'OpenStack avec une solution intégrée, packagée par un éditeur, on n'aura pas trop à se préoccuper d'OpenStack, ça marchera out of the box. Et comme ça, on pourra se concentrer sur les services à valeur ajoutée, les choses sur lesquelles on peut amener des éléments intéressants. C'était ça l'idée de base. Donc se concentrer sur les apps, sur la partie marketplace, etc. etc. Et puis se dire que le IaaS, c'était quelque chose le IaaS avec l'OpenStack, c'était quelque chose de considéré comme acquis.
puisque c'est l'éditeur qui s'en charge. C'était l'idée de base. Pour la partie service à valeur ajoutée, les technos choisis, c'était d'utiliser le service d'orchestration d'OpenStack, donc HIT, donc toute la partie déploiement des applications et déploiement des infrastructures, ce que j'ai appelé les stacks nus là avant, qui seraient fournis aux utilisateurs. Tout ça passe par des templates et des stacks HIT. Et pour la partie marketplace, donc le marketplace, c'est une interface web dans laquelle vos utilisateurs peuvent se connecter et dire je veux un WordPress sur une infra dédiée ou je veux une infra avec 2 serveurs connectés comme ça pour pouvoir me connecter un message dessus. Le marketplace, la solution qui a été adoptée, c'est une solution propriétaire, bizarrement de la même société que l'éditeur de la solution OpenStack intégrée. Voilà, pour être clair, on ne parle pas du même besoin que celui auquel répond Horizon, par exemple. Vous connaissez Horizon, le dashboard d'OpenStack. Horizon, ça permet... Horizon avec un OpenStack, les composants classiques, on va dire, les composants IaaS. Horizon, ça vous permet c'est une interface web sur les calls à l'API pour créer des instances, des réseaux et des choses comme ça. Ça ne permet pas de déployer des applications. On pourrait parler de Murano et de solutions comme ça, mais il y a 1 an et demi, Murano, c'était encore... Murano, tout le monde connaît? Non. Murano, c'est un composant OpenStack qui vise à faire à peu près ça, du déploiement d'applications pour l'utilisateur final, on va dire. Mais il y a 1 an et demi, on était encore plus loin d'avoir un Murano stable et utilisable. Donc le client là est parti sur une solution propriétaire comme ça. Et le dernier élément intéressant, c'est que les API de IaaS, et ça se comprend avec tout ce que je viens de vous dire, du coup, les API de IaaS n'étaient pas ouvertes lors de la release de la première version de ce cloud. Les API IaaS n'étaient pas accessibles à tous les utilisateurs. Ce qui était accessible à tous les utilisateurs, c'était le marketplace dans lequel ils pouvaient déployer des applications de SaaS dédiées et déployer quelques stacks d'infra. Et donc ça veut dire aussi que les stacks d'infra qui étaient proposés, elles étaient très cadrées, quoi. Il y avait trois types de stacks, mais l'utilisateur ne pouvait pas créer des réseaux dans tous les sens et les brancher comme il voulait, etc. Ça a été fait. Pourquoi est-ce que les API étaient fermées et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ouvert les API en parallèle du marketplace? Ça, c'est vraiment lié au type d'organisation, c'est-à-dire que leur dire que n'importe qui dans l'organisation va pouvoir créer des réseaux, créer des machines sur lesquelles ils sont routes, c'est des choses qui sont difficilement entendables par certaines personnes. Et donc, on y allait étape par étape. À mon avis, la fermeture des API, c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. C'était le cas au début du projet, mais c'est une erreur. Enfin, c'est-à-dire que la fermeture des API IaaS, c'est clairement une erreur. Ça empêche vos développeurs de faire des choses intéressantes avec. Ça empêche les gens de faire des applications qui stockent leurs données dans du stockage objet. Ça empêche les gens de développer des applis qui vont aller scaler en provisionnant des ressources d'infra, etc. Enfin, c'est clairement une erreur, mais bon, dans ce contexte-là, ça s'explique. Et donc, on est parti là-dessus. Du coup, comment ça s'est passé? Comme vous l'avez compris, le besoin a été exprimé. Je veux du cloud. En fait, je veux un marketplace dans lequel je peux provisionner ce que je vous ai dit avec en dessous du IaaS. Donc, on est parti d'un besoin haut niveau pour se dire, pour faire ça, on va avoir besoin de IaaS. Ça, plus le choix de la solution technique d'avoir un OpenStack packagé qui s'installe tout seul. On est arrivé sur un risque, c'était un risque et je pense que c'est en partie ce qui s'est passé, c'est-à-dire le risque c'était de se dire du coup vu qu'en fait on va se concentrer sur les services haut niveau, que le IaaS c'est en dessous, c'est l'éditeur qui s'en occupe, on va considérer que la mise en place du IaaS et faire marcher le IaaS en fait c'est secondaire.
Et au début, dans l'organisation, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de personnes qui travaillaient sur le YAS, puisque c'était l'éditeur qui était censé venir faire l'install, et puis théoriquement, et puis c'est tout. Et plus de gens qui travaillaient sur la partie construction déploiement automatisé d'applications, avec du Puppet, du machin, n'importe quel outil qui va appeler les API d'IaaS, provisionner les ressources, déployer des trucs dessus. Voilà, il y avait des gens qui faisaient ça, et très peu de gens qui travaillaient sur la couche d'en dessous. Mais ce qui a été un petit peu oublié, c'est que si le YAS en dessous ne marche pas, vous pouvez toujours faire des applis qui se déploient automatiquement, etc. Si elles se déploient sur un truc qui ne répond pas, sur une API qui fait des erreurs, etc., ça ne se passe pas bien. Donc, il y a cet aspect-là. Dans quel ordre on fait les choses ? À mon avis, considérer l'IaaS comme secondaire, c'est une erreur. Il faut avoir un IaaS fonctionnel avant toute chose, avant de construire des services par-dessus. Même si à la fin, ce qu'on va montrer au directeur, c'est le marketplace, etc., si on ne fait pas les choses dans l'ordre, ça ne se passe pas très bien. Puis l'autre aspect, c'est l'organisation des équipes. Au début, il y avait une équipe dans cette organisation qui faisait tout, en fait, qui travaillait sur la mise en place du IaaS et qui travaillait sur la construction de services à valeur ajoutée par-dessus. Et en réalité, quand on y réfléchit un peu, c'est pas le même boulot, quoi. Vous avez des gens qui font marcher AWS et puis des gens qui l'utilisent, quoi. Enfin, des gens qui font marcher l'IaaS et des gens qui l'utilisent. Et ça a rendu un peu compliqué on va dire les premiers mois de ce projet. C'est-à-dire que les gens travaillaient sur les deux aspects, donc ça, on mélange un peu tout. Mais pour cette organisation, il y avait une équipe cloud. Il y a une équipe qui monte le cloud. Et une équipe qui monte le cloud, donc c'est tout, quoi. Infra, jusqu'à... Bon, voilà. Ça paraît peut-être évident, sûrement pour un certain nombre d'entre vous, mais c'est pas forcément évident dans certaines boîtes, et c'était pas évident dans ce cas-là. Et je confirme que, à mon avis, c'est effectivement une mauvaise idée de tout mélanger. Clairement, en fait, les problèmes rencontrés sur le déploiement de ce cloud, c'est OpenStack et ce qui va autour, il y a un certain nombre de problèmes techniques, mais il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas du tout techniques, en fait. Expliquer ce que c'est que le cloud, former les gens. J'ai donné plusieurs sessions de formation à des équipes chez ce client pour expliquer ce que c'est que le cloud, ce que c'est qu'OpenStack, à certaines personnes comment OpenStack fonctionne si c'était des gens qui devaient travailler sur le YAS, et puis à d'autres personnes comment utiliser les API OpenStack, comment utiliser les API de YAS pour faire des choses intéressantes. Et Ozone, la société pour laquelle je travaille, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais on fait que du cloud, quoi. On est 10 et on fait de l'OpenStack et de la AWS, mais on fait que du cloud. Et quand vous allez chez un client comme ça et que vous formez des équipes qui font des choses très spécifiques dans leur domaine et que vous leur parlez de cloud, d'OpenStack et d'API, et je ne leur parle pas encore de Docker et de Kubernetes et tout ça, hein, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de travail pour amener les gens au niveau... j'ai envie de dire... amener les gens dans ces organisations-là au niveau de ce que peuvent faire les gens dans les startups, en fait. Enfin, voilà. Tout ça, c'est lié, à mon avis, à l'historique de la boîte. Ça rend les choses plus compliquées. Donc il y a eu beaucoup de travail de ce côté-là. Faire des choses qu'on peut démontrer, j'ai déjà raconté avant. Faire attention au cloud pour faire du cloud. C'est-à-dire... une fois que vous avez un cloud qui est en route, les gens dans l'organisation commencent à en entendre parler. Puis il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « Ouais, j'ai une application, j'aimerais bien la mettre sur le cloud ». Et il faut savoir dire non, parce que la plupart du temps, en fait, il vaut mieux dire non. Parce que les applications qui sont codées pas pour tourner sur le cloud, il vaut mieux pas les faire tourner sur le cloud. Je pense que ça vous parle à tous ou pas, ce que je dis là. C'est-à-dire qu'une application qui a été qui n'est pas tolérante aux pannes, une application qui ne sait pas passer à l'échelle proprement, une application qui n'est pas découpée avec des process découplés entre eux, indépendants, etc., etc. Bref, une application legacy monolithique, vous la mettez sur le cloud,
vous allez au-devant d'un certain nombre de problèmes, vous allez faire de la mauvaise pub pour votre projet. Et voilà, donc faire attention à ça. Depuis le lancement de ce projet-là, il y a une application, j'ai envie de dire très importante, qui est utilisée par les citoyens. J'ai dit que c'est une organisation de l'État, donc une application utilisée par les citoyens qui tourne sur le cloud. Mais cette application, elle a été développée en pensant au cloud. Donc ça se passe pas mal. Par contre, les applications qui tournent depuis des années sur des clusters VMware redondés au niveau de la VM, parce que si la VM tombe, l'application elle tombe complètement, là, ça ne va pas bien se passer. Une instance dans le cloud, si elle tombe, bah, vous en refaites une autre, mais vous n'allez pas pleurer parce qu'elle est tombée. Donc voilà, il faut mettre les bonnes applications en face du cloud, sinon, sur le cloud, sinon ça se passe pas mal. Ça se passe pas bien plutôt. Bon, je vais arriver sur peut-être le sujet qui fâche, c'est la distribution OpenStack, la solution packagée par l'éditeur. Donc il y a plein de solutions possibles. Vous pouvez, pour déployer OpenStack, vous pouvez aller vous pouvez aller sur tarballs.openstack.org, prendre les sources Python des composants et puis vous débrouiller. Vous pouvez prendre les paquets dans votre distrib préféré, dans les dépôts Ubuntu, dans les dépôts Fedora ou CentOS, etc. Et puis après, faire le nécessaire à coup d'outils de gestion de conf ou, encore une fois, de vos outils préférés pour déployer ces paquets et les configurer. Puis vous pouvez aller sur une solution qui est censée être clé en main, qui vous déploie l'OS avec les composants OpenStack par-dessus, déjà configurés. Et là, normalement, c'est plus simple. Alors ces solutions-là, elles ont souvent des intérêts, des points positifs. Par exemple, celle qu'on a choisie, notez encore une fois que je ne cite pas celle qu'on a choisie. C'est pas, en fait, on pourra en parler plus tard si vous voulez, mais je ne le cite pas parce que c'est pas forcément tout ce que je raconte là, c'est pas forcément propre à cette solution. C'est propre aux solutions OpenStack packagées clé en main qui marchent toutes seules. Donc j'ai pas envie de citer forcément un éditeur particulier. Mais voilà, un point très positif, par exemple, c'est que quand vous utilisez ce genre quand on fait ce genre de choix, vous allez vous retrouver avec un cloud OpenStack qui est déployé en achat, avec les services déployés en achat. C'est un truc qu'il aurait fallu certainement faire vous-même, ou en tout cas, il aurait fallu mettre un peu plus les mains dedans, si vous aviez déployé avec des paquets à la main, etc. Là, quand vous faites un truc tout fait, par défaut, c'est configuré en achat. Votre MySQL, votre base de données MySQL, votre RabbitMQ, ils sont configurés comme il faut avec Galera et puis en clustering. Vos API OpenStack, elles sont redondées, elles sont load balancées et tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est pas mal. Un autre point qui est pas mal, c'est qu'effectivement, si vous suivez la doc d'install et que vous restez dans les clous de ce que vous propose la distribution comme type de déploiement, etc., vous pouvez déployer un OpenStack sans forcément des compétences ou une expérience très importante sur OpenStack. Au début du projet, là, je vous ai dit, il y avait 3 personnes dans l'équipe qui faisaient tout, le YAS et puis au-dessus. Il y avait très peu de personnes qui connaissaient en fait OpenStack et il a quand même été possible de déployer un OpenStack sans forcément comprendre tout ce qui se passe quand vous lancez le truc d'install, mais en tout cas que ça marche à peu près. Donc il y a des points positifs, mais à mon avis, il y a aussi un certain nombre de points négatifs. Par exemple, le support, je vous ai dit qu'un des arguments pour faire un choix pareil, c'était le support. C'est-à-dire que vous avez un éditeur très connu, avec plein de gens et qui a plein de sous, qui vous garantit que ça va marcher et que si ça ne marche pas, ils vont vous fournir des correctifs de bugs. Mais là, il faut faire attention. Ils vous supportent quoi? Ils vous supportent les composants OpenStack, mais est-ce qu'ils vous supportent ce qu'il y a en dessous? La distrib, parce que OpenStack, si vous regardez bien, ça dépend de beaucoup de modules Python et ça dépend de pas mal d'autres composants, type des bases de données, type des systèmes de queue, etc. Et donc, quid du support de tous ces composants-là? Là, cette question-là, elle est liée à la question de c'est quoi la distribution Linux en dessous? Quand vous prenez un éditeur, bon, si vous prenez une solution de Red Hat toute packagée, bon, vous savez que c'est Red Hat en dessous, mais si vous prenez d'autres solutions, comme les solutions proposées par les gens qui font du matériel, genre HP, Dell, etc., quand vous partez sur des trucs comme ça, regardez, ils utilisent quoi comme distribution Linux en dessous, en fait?
Et du coup, cette distribution Linux, elle est maintenue par qui? Et le support, il est fourni par qui? Est-ce qu'il est fourni par eux ou pas? Bon. Et puis, du coup, on a dit, c'est très simple. Enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup de compétences initialement pour faire le déploiement. Mais après, quand ça tourne, quand vous avez des problèmes, quand il faut faire évoluer la chose, quand il faut faire des modifs, parce que, à un moment donné, vous n'allez plus être totalement dans les clous. En fait, dès le début, vous n'allez pas être totalement dans les clous de ce qui est prévu, parce que OpenStack, c'est à tous les niveaux plein de choix possibles sur les drivers que vous utilisez, les configurations que vous faites, etc. Une distribution toute packagée, elle fait les choix pour vous la plupart du temps, ou en tout cas, elle les limite fortement. Et du coup, il y a de grandes chances qu'à un moment donné, vous ayez besoin de sortir un peu du carcan qui vous est défini par la solution. Et du coup, comment vous faites? Si vous ne savez pas comment fonctionne le truc, ça va mal se passer, ça va casser. Et du coup, voilà, la question, c'est est-ce que les équipes internes vont maîtriser la solution de bout en bout? À mon avis, en tout cas pour la solution avec laquelle j'ai une expérience, c'est pas possible de la maîtriser de bout en bout. C'est trop gros et trop complexe. Et comme c'est pas vous qui l'avez fait, voilà, vous faites avec. Mais donc entièrement, c'est pas possible. En partie, c'est possible, mais c'est long. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est plus long que si vous faites les choses vous-même, vous comprenez au fur et à mesure, vous savez réexpliquer comment sont foutues les choses et pourquoi c'est fait comme ça, quoi. Bon, donc la distribution qu'on a utilisée nous fournissait les services de base du IaaS, bloc et Object Storage, réseau, compute. Et c'est à peu près tout. En plus, on a rajouté Designate après. Et c'est intéressant, je vous expliquerai comment Designate a été rajouté après. Et vous comprendrez l'aspect choisir une distribution pour faire des choses par-dessus après. Ça, c'est pas tout le temps évident. Tu sais nous dire de quelle version on parle d'OpenStack? Ouais. C'est une solution qui déploie OpenStack Juno. Un mot sur la partie au-dessus d'OpenStack, donc le marketplace. En fait, c'est pas juste un marketplace qui a été déployé, c'est un marketplace et un orchestrateur. Alors, vous allez peut-être vous dire, mais c'est pas un peu redondant avec l'utilisation de HIT? Si, c'est redondant avec l'utilisation de HIT, mais c'est la solution qui était proposée par l'éditeur. Solution propriétaire, donc avec toutes les contraintes qui vont avec. Par contre, un point positif, c'est que en fait, l'orchestrateur, il nous a quand même sauvé la mise à certains moments. Par exemple, sachez que avant la sortie d'OpenStack Liberty, qui est sortie il y a quelques semaines là, si je ne me trompe pas, avant la sortie d'OpenStack Liberty, HIT, composant d'orchestration, ne supportait pas les ressources Designate. Donc vous ne pouviez pas mettre dans un template HIT une ressource Designate du genre je veux créer un record DNS. C'est un peu, c'est pas top parce que HIT et Designate, ça fait quand même quelques risques que ça existe dans OpenStack, ça fait pas mal de mois quand même, voire années, mais c'était toujours pas fait. Donc clairement, Juno, c'était pas fait et nous, on en avait besoin. Et donc par exemple, en fait, pour faire cette chose-là précisément, on a utilisé l'orchestrateur au-dessus de HIT, dans lequel on a pu... c'est un orchestrateur, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce genre de choses, mais qui est capable... Enfin, vous pouvez coder à peu près ce que vous voulez dedans, et donc vous pouvez coder un call à l'API Designate pour faire le nécessaire. Donc ça nous a sauvé la mise à cet endroit-là. Bon, je ne vais pas vous en parler plus, parce que je ne connais pas grand-chose dans ces produits-là, enfin, puis c'est pas du tout intéressant. Par contre, si vous avez besoin d'un marketplace aujourd'hui on top of OpenStack, les solutions à regarder, c'est Murano, qui est sûrement... Je n'ai pas d'expérience avec Murano aujourd'hui, mais en tout cas, ça est certainement plus mature qu'il y a 1 an et demi, quand ça avait été rapidement considéré dans le cadre de ce projet. Et Mistral, pour le coup, Mistral, ça serait un peu l'équivalent de l'orchestrateur qu'on a dans la solution là-haut. Donc, c'est pas HIT, c'est un orchestrateur plus haut niveau qui peut orchestrer d'autres choses que juste des ressources du IaaS, quoi. Je crois qu'ils appellent ça workflow as a service. Voilà, non. Et niveau intégration de tous ces trucs-là avec le SI existant, bon, c'est pas top. Bon, les services classiques, on a pu en partie les utiliser, mais je dis en partie parce que on a quand même dû monter des relais SMTP, par exemple,
juste à côté du cloud, parce que les contraintes de sécurité, etc., liées à cette organisation, pas des contraintes techniques du coup, nous empêchaient de faire en sorte que le cloud puisse aller taper directement les serveurs mail. Voilà. Parce que le cloud, ça fait aussi un petit peu peur, donc il est dans sa zone réseau à côté, et du coup, on ne fait pas ce qu'on veut, et donc on a quand même dû faire ce genre de choses. Au niveau des ignite, on a une zone qui est déléguée depuis les serveurs DNS existants, qui est déléguée à des ignite, donc gérée par le cloud. Mais par exemple, un truc tout bête qui est quand même assez pratique, c'est intégrer Keystone avec un annuaire LDAP ou AD qui contient les users de votre organisation. Bon, bah ça, par exemple, on ne l'a pas fait. Trop complexe pour avoir les autorisations et pour pouvoir, comment dire, oui, pour que OpenStack soit autorisé à aller lire dans l'annuaire. En partie lié à ça, puis en partie lié à des contraintes techniques de la distribution et du support qu'elle avait, de tout ça, au moment du déploiement initial. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la plupart des non-intégrations qui ont été faites avec le SI existant, là, je ne parle pas sur les slides, mais intégrer le cloud avec le système de monitoring, les deux aspects, hein, monitorer le cloud lui-même et puis monitorer les applications qui vont tourner dessus, mais juste monitorer le cloud lui-même, bon, c'est pas une intégration très réussie. La plupart du temps, ça ne s'est pas fait ou ça ne s'est pas totalement fait pour des questions non pas techniques, mais encore une fois, organisationnelles. Bon, les sujets techniques sont un peu plus marrants. Donc, c'est effectivement de l'OpenStack Juno. Et dans la version d'OpenStack packagée qu'on a pris, c'est Juno. Et c'est une distribution Linux basée sur Debian, en dessous. Tout ça, ça vous donne des indices sur quelle peut être la solution en question. Et donc, c'est une distribution Linux basée sur Debian. Ce n'est pas Debian, c'est Debian entre deux versions de Debian, quoi. Ils ont pris à un moment donné, et puis ils ont fait leur choix. Voilà. Donc c'est bien que ça soit Debian, mais le fait que ça soit leur propre version de Debian, du coup, vous posez des questions, mais du coup, qui c'est qui gère les mises à jour de sécurité? Parce que Debian, il ne gère pas les mises à jour de sécurité sur des versions entre les deux. Enfin, il gère les mises à jour de sécurité pour les versions stables. Bon, théoriquement, c'est l'éditeur, mais théoriquement, quoi. Donc, voilà, faire attention. Et puis, quand l'éditeur fait ses modifs perso sur les paquets Debian et que vous ne savez pas quels sont les modifs, pourquoi? En fait, là, vous vous rendez compte que vous perdez la main. C'est bien une Debian, mais en fait, vous perdez la main sur la distrib. Vous n'êtes plus maître du fonctionnement de la distrib. Donc là, faire très attention. Autre point ultra important, c'est la méthode de déploiement d'OpenStack. Et dans cette solution, c'était TripleO. TripleO, c'est OpenStack on OpenStack. C'est déployer OpenStack. Donc c'est un projet OpenStack, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. L'idée, c'est de déployer un OpenStack à partir d'un autre OpenStack. Lui-même déployé à partir d'un tout petit OpenStack. Donc, le tout petit OpenStack, c'est la seed, c'est la graine du début. C'est une machine, d'accord, avec un mini OpenStack all-in-one dessus. Vous déployez avec ça un undercloud, avec 3 machines, qui est un autre OpenStack. Et à partir de celui-là, vous déployez le vrai OpenStack. Ça marche parce que dans OpenStack, il y a un composant qui s'appelle Ironic, qui est capable de faire du déploiement bare metal. Donc il déploie le bare metal et il installe dessus et il provisionne les services OpenStack. Et c'est super cool parce que ça permet de faire ça permettrait de faire de l'autoscaling, par exemple, de votre cloud. Hein. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de compute node, par exemple, pour accueillir des instances, bah, hop, vous déployez une nouvelle machine bare metal pour automatiquement sizer votre cloud. Bon, tout ça, c'est la théorie. Bon, pour être très honnête, avant d'avoir commencé ce projet, TripleO, je n'avais jamais expérimenté. Résultat des courses, TripleO, ça fonctionne. J'étais pas sûr avant, mais en fait, si, ça fonctionne. Donc, il est possible de déployer un OpenStack de prod avec TripleO. Par contre, est-ce que c'est cool de faire avec TripleO? À mon avis, non. Enfin, la complexité c'est très séduisant, là, le truc que je viens de vous expliquer, et puis de faire l'autoscaling, mais dans les faits, la complexité de la chose, quand vous avez des soucis, qu'il faut débugger, je préférais faire sans TripleO et je préférais débugger des playbooks Ansible ou whatever. Parce que du coup, TripleO, c'est Ironic, et entre les deux, c'est des templates HIT. Et donc, des templates HIT qui décrivent votre infrastructure.
Bon, et puis c'est aussi basé sur des images, ça déploie des images, ça ne fait pas des installs. Donc du coup, il faut gérer vos images, il faut pouvoir les régénérer, etc. Donc, à mon avis, c'est très complexe pour pas forcément grand-chose. Vous noterez qu'il y a un des plus gros contributeurs à OpenStack qui a décidé il y a quelques mois, qui était très actif dans le développement de TripleO, qui avait même un PTL, le Project Technical Leader le programme Team Lead pardon, de TripleO, travaillait dans cette boîte. Et cette boîte, il y a quelques mois, a décidé de tout arrêter sur TripleO et de choisir une autre technique, une autre solution de déploiement pour sa distribution. Et voilà, juste pour info. Mais bon, je crois qu'il y a une autre boîte qui a repris le développement de TripleO un petit peu. Donc, à voir ce que ça donne. Du coup, pareil, dans vos distributions, une question à vous poser, c'est les drivers qui sont supportés ou que l'éditeur vous autorise à utiliser. Vous autorise entre guillemets, mais c'est-à-dire que si vous achetez un support à l'éditeur et qu'avec le driver que vous utilisez, il ne supporte plus rien, c'est pas top. Là, je parle bien des drivers en dessous d'OpenStack, que ce soit des drivers pour le stockage, je sais pas, le stockage bug, par exemple, les drivers pour Cinder. C'est le meilleur exemple d'ailleurs. Dans cette solution-là, l'éditeur supportait 2 drivers Cinder. Alors que si vous regardez, dans Cinder, il y en a beaucoup plus. 2. Le premier, c'était le driver pour la baie de stockage faite par la boîte en question, bizarrement. Et le deuxième driver, c'était un driver vers un logiciel pour faire du stockage, du stockage logiciel, on va dire, édité par cette même boîte. Enfin, voilà. Donc globalement, si vous avez déjà du matos de stockage édité par quelqu'un d'autre, bah non, ils ne veulent pas vous le supporter. Bon, c'est des trucs classiques dans les contrats de support, mais voilà une contrainte supplémentaire. Et puis bon, un truc important, c'est dans la distribution, il n'y a pas tout. En tout cas, il n'y a pas tout ce que vous voulez. Par exemple, initialement, il n'y avait pas de designate. Et le slide d'après, je vous explique comment designate est déployé, c'est assez marrant. Mais pas que designate. Initialement, dans cette distrib, les endpoints des API étaient bien servis en HTTPS, mais pas sur des URL propres. C'était servi en HTTPS .ip, .leport. Et quand vous voulez ouvrir vos API, ce qu'on a voulu faire en fait assez rapidement après le premier lancement de ce truc-là, on veut pouvoir proposer aux utilisateurs des API sur des ports standards, et puis avec autre chose que des IP, quoi. Et donc, du coup, ça, c'est pas intégré, par exemple, dans cette distrib, et faut le faire. Et comment vous le faites, sachant que l'ensemble, il a été construit pas par vous, et comment vous vous pluguez là-dedans, quoi. C'est ça un peu la difficulté. Pour le coup, de TripleO à Ansible, TripleO, c'est bien ce qui est utilisé pour le déploiement dans la distrib de tous les composants de base. Et la solution que nous, on a retenue pour rajouter des choses par-dessus, c'est de prendre Ansible et d'aller configurer par-dessus. Parce que faire des modifs via TripleO, c'est pas trivial, en partie à cause de TripleO, et puis en partie à cause de la façon dont ils l'ont intégré. Bon. Designate, par exemple, comment il a été déployé après coup, c'est-à-dire une fois que le cloud est déployé, une fois que le TripleO a fait son boulot et qu'il a déployé tous les composants de base, comment vous déployez Designate? Ça, c'est pas nous qui avons choisi de le faire comme ça, c'est l'éditeur qui a dit je vous propose de faire comme ça. Et comme ça, c'est comment? On va vous donner un installeur qui va mettre des images dans Glance, mettre ces images dans des instances, dans votre cloud. Et dans ces instances, vous allez vous retrouver avec les différents composants de Designate. Donc, en fait, ils nous ont proposé d'installer Designate dans le cloud. D'accord? Designate, ça a besoin, comme tous les autres composants d'OpenStack, d'une base de données, d'un RabbitMQ, etc., etc. Oui, donc RabbitMQ, on va le déployer dans des instances aussi. On va déployer un autre RabbitMQ dans des instances. On va déployer une autre base de données dans des instances. Mais comme on fait les choses bien, on va le faire tout ça en HA. Donc on va déployer 3 instances RabbitMQ, 3 instances base de données, 3 instances Designate API, 3 instances Designate centrale, etc. Donc vous retrouvez... Bon, ils ont quand même fait les choses bien. Ils nous ont filé une stack HIT pour faire ça. Donc la stack HIT, enfin le template HIT, pardon. Je ne vous dis pas le nombre de milliers de lignes pour faire le truc. Parce qu'en plus, la config après se fait dedans. Bon. Un template HIT imbitable qui déploie les 15 instances pour vous fournir un Designate.
Quand il y a un bug là-dedans, indébuggable. Et puis, il faut quand même que le designer il aille parler aux autres composants d'OpenStack via le réseau de management. Bah oui. Vous faites un lien, vous branchez votre réseau de management dans le réseau Neutron dans lequel... Bon, voilà. C'est moche, mais c'est ce qui a été proposé et voilà. Sur la partie, l'autre problème sur lequel on a passé pas mal de temps, c'est le endpoint. Donc on voulait passer de ça à ça. On a choisi une solution qui n'avait pas d'impact sur ce qui était déjà déployé par Tripolo. Parce que ce qui était déjà déployé par Tripolo, on ne maîtrise pas en fait. Il est déployé par la solution packagée et quand vous voulez faire des modifs par-dessus, c'est pas prévu en fait. Vous sortez des clous de la solution. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des reverse proxy devant, donc des machines devant tout ça, avec des belles URL de ce genre sur port 443. Mais en réalité, ça on avait dit ça va mettre quelques jours à faire ça, c'est pas très compliqué à peine. En fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça implique plein de problèmes. Évidemment, quand vous avez mis vos reverse proxy, vous les avez configurés, ça c'est pas compliqué. Mais vous commencez à tester, vous découvrez au fur et à mesure les problèmes. Ça c'est assez évident, on y a pensé directement, mais il faut mettre à jour les endpoints dans le catalogue Keystone, ça d'accord. Mais ça suffit pas du tout. Parce qu'en fait, les services OpenStack, ils pensent toujours servir leur API sur une IP, sur une IP et un port particulier, au lieu de cette URL-là. Et du coup, quand vous l'interrogez, parfois, l'API répond, dans le corps de la requête, répond avec des URL, met des URL dedans. Et ces URL-là, par exemple, elles sont construites avec l'info que lui, il a, et lui, l'info que lui, il a, c'est l'IP, quoi. Donc là, il faut commencer par... Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est parcourir tous vos services OpenStack, de Keystone, Nova, Cinder, jusqu'à Swift. Chercher dans la doc comment faire. La plupart du temps, il y a une option dans le .conf pour dire ton URL, c'est ça. C'est https slash compute, slash storage, etc. Donc après, ça se passe un peu mieux. Donc là, modulo les un ou deux services qui n'ont pas encore implémenté ce truc ou qui l'ont implémenté de manière buggée. Donc quand ça s'est fait, c'est pas mal. Pensez l'histoire des public URL et les internal URL. Donc dans Keystone, vous modifiez juste la public URL parce que l'internal URL, ça reste l'IP. Public URL, c'est le reverse proxy. Et là, quand vous commencez à faire ça, vous allez arriver sur les problèmes des communications entre les composants. Quand Nova doit aller parler à Glens, alors je zappe le fait que, je ne sais pas si ça a été corrigé ça, mais pendant longtemps, et c'est peut-être encore le cas, dans la conf Nova, il fallait lui dire que Glens était à cet endroit-là. Au lieu d'utiliser le catalogue Keystone, il fallait lui préciser. Bon, partant du principe qu'il utilise le catalogue Keystone, il utilise quoi comme URL dans le catalogue Keystone? Théoriquement, il devrait utiliser l'internal URL. Ça tombe sous le sens. C'est deux composants dans l'infra du cloud. Quand Nova veut parler à Glens, il devrait taper l'internal URL. Vous vous rendrez compte que par défaut, la plupart des services, ils font pas ça. Par défaut, ils utilisent la public URL, ce qui est totalement stupide. Enfin, c'est-à-dire que la distinction entre public et internal URL, elle sert justement à ça, et par défaut, ça n'utilise pas la bonne. Donc il y a moyen de configurer ça dans la plupart des services. Donc vous rajoutez ça dans la conf de tous vos services. Et puis là, ça marche à peu près. Et puis nous, on a eu un truc très sympa avec It. On a eu un bug lié au fait que notre URL, c'était pas juste un hostname, c'était un hostname / un truc. Il y avait un, je sais pas si je sais plus s'il est corrigé le bug dans It, mais It avait un bug avec le fait qu'il y ait un truc après le slash. Il le prenait pas en compte, en fait. Tout simplement, quand il renvoyait des URL, il prenait pas en compte la suite. On a contourné ce problème-là en faisant des adresses du type service.api.mycloud, genre identity.api, voilà, comme ça il n'y a plus de slash, c'est juste des vhosts. Et puis là, du coup, vous tombez dans plein d'autres problèmes. Problème que du coup, sur le reverse proxy, vous avez plein de vhosts différents en HTTPS, donc il faut du SNI pour les servir. Le SNI, il faut que ça soit supporté par tout le monde, des deux côtés, parce que voilà. Et puis vous vous rendez compte que la distrib basée sur Debian,
dans lequel ils ont piqué les paquets qu'ils voulaient bien. Là, ils ont piqué un Python 2.7, je ne sais plus combien, qui est la version juste avant la version de Python qui supporte SNI. Et du coup, voilà, c'est sans fin. Et donc, vous workaroundez dans tous les sens, et c'est horrible. Bon, je suis déjà en retard. Je pensais que j'allais faire moins de temps que prévu, mais je parle trop. Et je me répète peut-être parfois. Donc, je vais faire vite, là, de quelques... 15h30 ? C'est 15h, normalement. Hein. Bon, du coup, un autre élément qui nous a posé quelques soucis, c'est le matériel. En fait, le matériel a été choisi et acheté dès le début du projet, et tout n'a pas forcément été discuté et pensé comme il faut. Du coup, bon, on achète des lames avec du CPU et de la RAM. Et puis à la fin, on se rend compte, mais du coup, nos compute nodes, ils ont combien de disques en local ? Parce que Nova, il stocke le root disk de ses instances en local. Et c'est normal pour du cloud. Du coup, si vous avez que 500 Go de disque et que vous avez 500 Go de disque et je ne sais pas combien de RAM et de CPU, vous pouvez mettre normalement plein d'instances. Mais si vous n'avez pas assez de disques pour faire tenir le root disk, c'est un peu embêtant. Donc on a eu ce problème-là, c'est pas grave, on l'a contourné, on a fait du boot from volume. On en parle juste après. Mais du coup, c'est pareil si les nodes Swift, bon, c'est évident, hein, mais n'empêche que pas forcément pour tout le monde, mais si les nodes Swift n'ont pas du JBOD, comment vous faites un vrai cluster Swift avec un peu de assez de stockage derrière ? Bon, bah, vous faites... Bon. Il est possible de mettre en place un Swift avec des nœuds Swift qui sont backés par une baie de stockage X ou Y. C'est possible. C'est dégueulasse, mais c'est possible. Voilà. Et donc en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que OpenStack, c'est prévu pour marcher sur de commodity hardware. Donc juste des machines avec plein de disques pour Swift, par exemple, c'est ça qu'il faut, et pas des trucs compliqués avec des baies de stockage, etc. Non, il fallait juste des machines pas chères avec plein de disques. Bon, la prochaine fois. Et juste sur le boot and volume, du coup, c'est la solution qui a été choisie. À la base, le boot and volume, c'est une option dans Nova. D'ailleurs, ça n'existait pas au début d'OpenStack, au début de Nova. Donc le boot and volume, c'est au lieu de booter une instance et que son root disk se retrouve en fait local au compute node, on boot sur un volume. Soit qui existe déjà, soit que vous provisionnez avec une image. Et donc le volume, c'est un volume Cinder. Et le volume Cinder, il est backé par un vrai truc derrière à côté. Donc le fait de pouvoir booter sur un volume, c'est une feature qui a été ajoutée après, et puis c'est un truc qui est optionnel. En fait, nous, dans ce projet-là, dans ce cloud, c'est une option qui est devenue un peu obligatoire, parce qu'en fait, si les gens ne bootent pas sur un volume, ils remplissent les disques durs des compute nodes parce qu'il n'y a pas assez d'espace disque. Donc en fait, on voulait un peu forcer les gens à faire du boot and volume pour contourner ce problème de mauvais choix de hardware. Et du coup, la question, c'est comment vous faites pour obliger les gens à faire du boot and volume ? Soit vous les obligez à passer par un marketplace pour qu'ils ne puissent pas faire n'importe quoi via l'API. Donc ça, c'était bon au début, c'était la solution qu'on avait au début. Mais à partir du moment où vous ouvrez l'API de YaST à tout le monde, comment vous faites ? Quand on avait regardé, on n'avait pas trouvé de solution triviale pour dire à Nova qu'il fallait forcer le boot and volume. Et personnellement, ça ne me choque pas des masses parce que le boot and volume, ce n'est pas forcément la feature la plus cloud qu'on retrouve dans OpenStack. Le boot and volume, c'est un peu pour simuler le fonctionnement d'une VM, quoi. Et si vous voulez des VM, ne le faites pas sur OpenStack. Voilà. Donc on s'est retrouvé dans une situation où toutes nos instances, on les boot sur des volumes. Et on essaye de ne pas l'oublier, parce que si on oublie et qu'on boot trop d'instances pas sur des volumes, on va remplir le compute node. C'est un peu moche. Bon, ça, c'était des problèmes... J'avais parlé de problèmes liés au choix de la distrib, problèmes liés au choix du matos. Moi, puis on s'est aussi pris toutes les limitations liées à OpenStack, et pas à la distrib ni rien. Peut-être le truc le plus embêtant, surtout dans une organisation aussi grande et qui veut... et ça se comprend, pouvoir donner des droits un peu fins à différents users, etc. Le fait qu'aujourd'hui, dans OpenStack, il ne soit toujours pas possible de faire des admins de tenant, par exemple. L'admin dans OpenStack est automatiquement un admin global. Ce truc-là, c'est...
encore au dernier summit, il y a 3 semaines, ils en discutaient et j'ai l'espoir que les choses avancent. Les développeurs de Keystone en discutaient. Mais voilà, encore aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire des choses très fines au niveau des droits dans Keystone, et notamment ce rôle admin est très, 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 très embêtant. Un autre truc avec des inets, on s'est dit, bon, c'est cool les inets, on va vouloir en faire quelque chose d'intéressant, on va vouloir déléguer des zones DNS, des sous-zones de la zone qu'on gère au niveau du cloud, donc des sous-zones à des tenants. Ce serait bien que quand un user crée le tenant plop, il ait accès à la zone DNS plop.cloud.truc et qu'il puisse faire des choses dedans. Bah, en tout cas, dans la version désignée qu'on a, et j'avais regardé, j'avais pas trouvé de solution à ça, il n'y a pas de feature pour faire ça simplement, pour dire que cette sous-zone, elle est déléguée à un tenant, quoi. Donc en fait, Designate, on l'utilise, il y a 3 admins qui ont accès au Designate et qui l'utilisent, mais il n'est pas utilisé par beaucoup plus de gens parce qu'on ne peut pas gérer les droits vraiment comme il faut. Puis bon, après, vous voyez, quand vous commencez à utiliser les API pour parler à votre cloud, les trucs incohérents entre Nova et Cinder, là c'est un espace, là c'est un tiret, enfin bon, les trucs, si vous avez déjà utilisé OpenStack, vous savez. La distribution OpenStack ne règle pas ces problèmes-là, vous les avez toujours. Voilà. Du coup, en fait, bon, c'est pas... je me rends compte que j'ai pas mal je vous ai pas mal parlé des problèmes qu'on a eu là-dedans. Néanmoins, ce projet a permis d'amener un peu d'agilité, j'ai envie de dire, c'est-à-dire faire les choses rapidement, provisionner des ressources et du coup tirer parti de ces ressources, développer des applis, faire des déploiements beaucoup plus rapidement. Quand il fallait X semaines pour demander une VM et qu'il faut 1 minute pour provisionner une instance, bon, si vous bossez pas dans ce genre d'organisation, ça peut paraître évident. Enfin, on provisionne des instances dans des clouds publics et ailleurs depuis longtemps, mais dans ce genre d'organisation, c'est juste révolutionnaire le fait de pouvoir avoir une machine en quelques minutes. Et donc, c'est qu'un début, mais voilà, il y a quelques projets qui commencent à faire des choses intéressantes avec ces outils, avec le YAS. Mais c'est que le début. Un point que je pense important, c'est qu'il faut commencer par faire un YAS qui marche avant d'essayer de faire des choses par-dessus. Avant d'essayer de faire un marketplace qui déploie des applications. Avant de développer une application importante qui doit aller en prod, avant de développer cette application sur le cloud, avoir un YAS qui marche. Avoir un YAS qui marche, ça peut se vérifier simplement. C'est vous lancez Tempest sur votre cloud. Donc, Tempest, c'est un outil développé par OpenStack pour vérifier que les API répondent les choses qu'elles devraient. C'est oui, non, quoi. Enfin, Tempest, vous le lancez, vous voyez si ça marche, si ça ne marche pas. Je pense que si votre Tempest ne marche pas, il faut d'abord corriger ça avant d'essayer de faire des choses par-dessus. Et maintenir un cloud OpenStack, le déployer puis le maintenir, mon avis perso, encore une fois, là, je ne pense pas que ça soit possible, en tout cas que ça marche dans le temps, avec une solution éditeur qui fait tout seul et où ça marche tout seul, parce qu'en vrai, ce n'est pas le cas. Ça fonctionne. Maintenir un cloud OpenStack, ça fonctionne que si vous avez des gens qui ont les compétences et qui ont la maîtrise du déploiement et qui sont capables de le déployer après. Et donc, prendre une solution toute faite, si vous n'avez pas de compétences, ça ne va pas le faire. Si vous avez des compétences, le problème, c'est qu'ils ne vont pas avoir la maîtrise totale, donc ça va être compliqué quand même. Et du coup, je pense que builder son cloud OpenStack sans tout refaire from scratch avec des outils qui existent dans un projet OpenStack, vous allez trouver des modules Puppet, des playbooks Ansible, etc., qui sont développés par des gens et c'est des choses que vous pouvez réutiliser. Mais au moins, si vous le faites vous-même, vous aurez la maîtrise et la compréhension de l'ensemble de la chose. Voilà, donc j'ai débordé, je vais laisser la main à Mickaël, c'est ça ? Et donc pas de questions, je pense, mais ouais, on fera les questions pendant la pause. Et on pourra discuter plus, si vous voulez, de tout ça. Merci beaucoup.